tout cas, merci d'être là ce soir. Et même si vous avez pu éviter la tempête de neige, vous n'avez peut-être pas évité les embouteillages. En tout cas, certains de ceux qui doivent arriver donc auront dû lutter un petit peu plus pour arriver. L'idée ce soir est, comme le disait Gilles, de pouvoir vous expliquer un peu les tenants et les aboutissants de ce projet d'accord d'association entre l'Andorre et l'Union européenne, mais en essayant de focaliser sur, une fois les négociations abouties, on a fini en décembre de l'année dernière, après 8 ans et 9 mois de négociations, donc de très longues discussions, de pouvoir vous expliquer comment est configuré l'accord avec lequel on a pu donc, se mettre d'accord, s'accorder avec l'Union européenne. On est en train maintenant de rédiger cet accord, de travailler sur le texte. Il sera disponible dans sa version en anglais dans à peu près un mois. Et sur cette base-là, donc toutes les traductions officielles vont être faites côté Union européenne, donc dans les 23 autres langues de l'Union, et côté Andorre, donc sur sa version en catalan. Ça va nous prendre à peu près 3-4 mois supplémentaires pour faire toutes ces traductions, pour les valider, puisqu'au final, il y aura 25 versions authentiques du texte de l'accord. Ça va nous amener au mois de fin juin, début juillet, certainement. Vous savez, il y a des élections au Parlement européen le 9 juin, donc une nouvelle configuration qui va être mise en place, et donc un renouveau de la Commission également. On va laisser passer l'été, certainement, et en septembre, on devrait se revoir à Bruxelles avec, cette fois-ci, le représentant du Conseil de l'Union pour signer les textes. Je dis les textes au pluriel, puisqu'ils seront déjà traduits, de façon à ce que le texte soit stable, on ne puisse plus donc y faire de modifications. Ce texte-là, côté Union européenne, sera présenté au Parlement européen, certainement pour être approuvé pendant l'automne. On n'a pas de date spécialement en tête, mais certainement au courant automne. Et une fois que le Parlement européen aura approuvé ce texte, en Andorre, le texte sera proposé donc à la population, aux Andorrans, pour une consultation que le chef du gouvernement a souhaité que cette consultation soit, j'ai perdu le mot en français, vinculant, binding, ouais. Enfin, disons, si le référendum est positif, ce texte sera porté par le chef du gouvernement au Conseil général, donc au Parlement. Si le résultat du référendum est négatif, ce texte ne sera pas porté par le chef du gouvernement au Conseil général. Donc c'est vraiment la population qui va décider, et cette consultation devrait se faire en début d'année 2025, donc à peu près dans un an. Donc voilà pour le scénario temporel, le cadre temporel, et on peut à partir de là donc essayer de voir ensemble peut-être commencer par le pourquoi de cette négociation, pour bien poser le cadre et savoir pourquoi l'Andorre a eu besoin d'initier cette négociation, quand est-ce qu'elle l'a fait, et pourquoi est-ce que ça a été si long, quelque part. Donc, il ne faut pas nous imaginer que la relation entre l'Andorre et l'Union européenne est une question d'aujourd'hui. C'est une question qui vient de plusieurs décennies en arrière, concrètement de plus de 30 ans en arrière, puisque c'est l'adhésion de l'Espagne au marché intérieur de la CE à cette époque-là, en 86, qui a fait que l'Andorre ait dû négocier à cette époque-là le premier accord avec la CE. On a depuis lors 7 accords sectoriels qui se sont succédés. C'est ce que vous avez à l'écran. Le premier étant donc l'accord commercial de 1990. On le connaît plutôt comme l'accord douanier. Alors, c'est un peu plus qu'un accord douanier. Cet accord est intéressant puisqu'il a été négocié par l'Andorre à une époque qui était pré-constitutionnelle. Donc la Constitution n'est arrivée que 3 ans après. Et malgré cela, donc l'Andorre a pu négocier un accord international avec la Communauté économique européenne.
Cet accord est toujours en vigueur aujourd'hui, donc 34 ans après, et c'est dans cet accord qu'on retrouve l'union douanière partielle que nous avons. Donc il ne couvre que les produits industriels, il ne couvre pas les produits agricoles. C'est dans cet accord également que nous avons les franchises pour les voyageurs, donc les quantités de tabac, d'alcool ou la quantité, disons, quantitatif en euros qu'un voyageur peut transporter. C'est également inscrit dans cet accord-là. Et c'est le premier accord qui oblige également l'Andorre à reprendre des normes de l'Union européenne, donc à reprendre de l'acquis européen. Donc on nous dit souvent, l'accord d'association va supposer une cession de souveraineté législative, puisque l'Andorre va devoir reprendre l'acquis de l'Union européenne. C'est vrai, mais ça fait 34 ans qu'on le fait. Sur des questions très sectorielles, c'est vrai, mais ça fait 34 ans qu'on reprend de l'acquis de l'Union. 97, deuxième accord, protocole sur les questions vétérinaires, qui a été nécessaire puisque l'Andorre s'est rendu compte, et l'Union européenne aussi, que sur la base de l'accord de 90, on ne pouvait pas échanger des animaux vivants ou des produits d'origine animale pour des questions de distance entre le cadre juridique andorran et le cadre juridique européen au niveau sanitaire. Et donc, une fois de plus, l'Andorre a dû reprendre depuis 97 les normes de l'Union européenne en matière de santé animale et de sécurité alimentaire. Pas la totalité, mais une partie. Donc, deuxième accord qui nous oblige à nous aligner par rapport aux normes de l'Union. Deux accords en 2004, l'accord sur la fiscalité des rendements de l'épargne et l'accord de coopération. Je passe rapidement sur ces deux-là. 2011, le protocole sur les mesures douanières de sécurité et également en 2011, l'accord monétaire. Celui-ci est également important du fait qu'il permet à l'Andorre d'avoir des euros andorrans, mais qui également nous permet de nous aligner sur deux questions fondamentales, les normes pour la prévention du blanchiment d'argent et les normes pour la prévention du financement du terrorisme, plus des normes sur la régulation bancaire, qui s'affichent déjà dans cet accord monétaire, et qui est le troisième accord qui, quelque part, oblige l'Andorre à reprendre des textes de l'Union. Donc, au jour d'aujourd'hui, parce qu'il y a un dernier accord sur l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers, mais on a trois accords, 2011, 97 et 90, qui nous font reprendre de l'acquis de l'Union de manière dynamique. Donc tous les ans, le comité mixte se réunit pour ces accords et établit quelles sont les nouvelles normes que l'Andorre doit incorporer dans son ordre juridique national. Donc voilà disons l'état des lieux aujourd'hui, c'est ce que nous avons. L'accord monétaire, l'accord de 2016, plus une question supplémentaire que nous verrons tout à l'heure, ont contribué largement également à la sortie de l'Andorre en 2017 des listes de pays non coopérants et donc l'élimination de l'Andorre de la liste des paradis fiscaux à cette époque-là. Si nous revenons à finalement, donc voilà, nous avons cette batterie de 7 accords, mais pourquoi est-ce que nous avions besoin de plus que ça? Donc là, il faut disons, rabattre un peu plus dans le temps et nous situer au début des années 2000. Et là, le gouvernement de l'époque était, donc, c'était M. Marc Fornet qui était chef du gouvernement. Le gouvernement de M. Fornet a commencé à voir dans l'économie andorrane des signes de maturité, des signes même d'un certain, disons, une certaine fatigue dans certains secteurs. Et M. Fornet a demandé à plusieurs experts d'avoir donc des rapports le plus précis possible sur la situation et éventuellement sur les solutions à apporter à cette nécessaire diversification de l'économie, puisque le constat était que le produit intérieur brut de l'Andorre était basé sur trop peu de secteurs d'activité au début des années 2000. Mais si on regarde aujourd'hui, donc 20 ans après, à peu près, on est à peu près sur la même, disons, structure du PIB, avec à peu près 40% sur le secteur tourisme-commerce, à peu près 25% sur le secteur financier, à peu près 12-15% sur les secteurs autour de la construction.
Et nous avons eu, entre-temps, des épisodes qui nous ont montré que finalement, cette structure, ça va quand ça va, mais dès qu'il y a des crises ou des situations tendues, le système est extrêmement fragile et peut mettre l'Andorre en danger de façon très rapide. En 2007, une première crise économique donc, démarre. À l'époque, l'Andorre a perdu à peu près entre 5 et 6 000 résidents, ce qui n'est pas peu de choses, essentiellement lié au secteur de la construction, et donc avec une chute très rapide de la partie du PIB qui est liée à la construction. 2007-2011 à peu près. Les gouvernements de l'époque, le gouvernement de M. Albert Pintat et aussi le gouvernement de M. Jaume Bartomeu, ont continué à multiplier ces études, ces rapports, pour essayer de voir si vraiment il fallait engager des réformes importantes pour essayer de diversifier l'économie. Tous les experts commençaient à afficher la nécessité, plus ou moins urgente, de trouver des solutions. S'il fallait des preuves supplémentaires, 2015, une crise bancaire avec la chute de BPA, et donc une situation où, en quelques jours, la totalité du secteur financier s'est vue menacée. Et donc, à peu près 25% du PIB qui pouvait être en danger à ce moment-là. Et s'il fallait une troisième preuve, on a eu en mars 2020 une pandémie mondiale qui nous a démontré que du jour au lendemain, les frontières peuvent être fermées, pas un seul touriste ne rentre, et donc 40% du PIB peuvent être en danger de façon immédiate. Heureusement, ces trois éléments ne se sont jamais alignés ensemble. Heureusement, on ne serait certainement pas là pour en parler. Mais la question qui s'est soulevée à chaque fois, c'est est-ce que la quatrième vague, on va la supporter? Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? Et là, quand on regroupe tous les critères de ces experts, entre lesquels il y avait M. Pedro Solbes, M. Attali, M. Maresco, M. Jean-Claude Barthélémy, et toute une succession d'académiciens et d'experts à différents niveaux, toutes ces personnes ont identifié la nécessité de faire des réformes à deux niveaux, au niveau national et au niveau international. Au niveau national, pour ouvrir l'économie, donc finalement le processus d'ouverture de l'économie de 2012, avec l'approbation de la loi sur les investissements étrangers, premier pilier au niveau domestique, disons, au niveau national. Deuxième pilier, la réforme fiscale. Donc d'avoir un système fiscal homologable, compétitif, mais homologable. Donc ça a été fait entre 2012 et 2015. Et il y avait un deuxième niveau qui était préconisé, c'était au niveau international. Et là, la position de ces experts était de dire, voilà, l'Andorre doit, une fois que ces réformes à l'échelle nationale seront faites, il faut que l'Andorre puisse se connecter à un marché beaucoup plus large que son marché national. Autrement, il n'y a pas de possibilité de diversifier l'économie. Le marché national est trop restreint pour pouvoir arriver à une diversification de l'économie. Et la question était toujours posée, d'accord, mais quel marché? Et là, la réponse était toujours la même, le marché intérieur de l'Union européenne. C'est le marché naturel autour de l'Andorre, c'est le marché avec lequel l'Andorre partage la plupart des valeurs, et c'est également le marché actuellement duquel on se fournit et vers lequel on exporte le peu d'exportation que l'Andorre a. Donc, on pourrait dire que la feuille de route était quelque part tracée, sauf que cette partie donc, de connexion à un marché plus large n'avait pas de date prévue. Il fallait trouver comment faire. Et si on parlait du marché intérieur de l'Union européenne, il fallait également avoir quelque part une amorce. Il fallait avoir un cadre juridique qui permette à l'Andorre de parler à l'Union européenne et inversement, c'est-à-dire d'établir cette négociation, cette discussion pour trouver une solution. On a trouvé ce cadre juridique, cette amorce, dans une déclaration qui a été inclue dans le traité de l'Union européenne, le traité de Lisbonne en 2007. Vous avez ici la version en espagnol, mais qui est une déclaration qui a été rajoutée à la demande de l'Andorre à l'article 8 du traité et qui dit « L'Union tiendra compte de la situation particulière des pays de petite dimension territoriale
qui maintiennent avec elle des relations spécifiques de proximité. C'est exactement la description de la relation de l'Andorre avec l'Union européenne. Et c'est dans le cadre de cette déclaration que nous avons invoqué infiniment de fois pendant la négociation, vous pouvez vous en douter, que la négociation a commencé, mais qu'elle a pu se dérouler pendant près de 9 ans. Donc on avait la feuille de route, enfin on avait le diagnostic, on avait la feuille de route, on avait le cadre juridique. Ce qu'il nous fallait trouver, c'est le modèle. Et donc là, il y avait plusieurs options. Quel était le meilleur modèle pour que l'Andorre s'approche de ce marché intérieur de l'Union européenne? 5 options ont été analysées entre 2009 et 2014. Pardon, j'ai oublié un élément très important. 2010, on était donc sous le gouvernement de M. Bartomeu. L'Andorre a fait la demande officielle pour initier des négociations. On nous dit également souvent pourquoi est-ce que l'Union européenne nous a imposé cet accord. L'Union européenne n'a jamais imposé quoi que ce soit. C'est l'Andorre qui a fait la démarche volontairement pour répondre à cette nécessité de diversification de l'économie, qui a fait donc la demande officielle aux institutions de l'Union pour commencer à avoir une discussion et voir comment est-ce que le marché andorran pouvait être connecté au marché intérieur de l'Union européenne. Donc une fois que cette demande a été posée, l'Union européenne a accepté de pouvoir discuter ce sujet sous une condition, c'est que cette analyse qui allait être faite pour l'Andorre ne soit pas un exercice unique et isolé, mais que ça permette également de résoudre la situation particulière de Monaco et de Saint-Marin, qui eux aussi avaient besoin de cette connexion au marché intérieur, et donc les institutions européennes, certainement de façon très judicieuse, ont pensé que faire l'exercice une seule fois était préférable à le faire 3 fois, pour avoir en plus des solutions qui ne pourraient peut-être pas être les mêmes. Donc essayer de faire tout ça d'une seule fois. Toutes les parties ont accepté donc, cette discussion à 4, non plus à 2, mais à 4. Et donc entre 2010 et 2014, ces 5 scénarios ont été analysés, les uns après les autres, et à peu près dans cet ordre. Le premier scénario était le statu quo, donc on reste comme on est. Ce n'était souhaitable pour personne, puisque ce qu'on voulait, c'est justement changer la situation. Donc le premier scénario a été abandonné très rapidement. Deuxième scénario qui a été évalué, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas prendre les accords bilatéraux que nous avions déjà, à l'époque ce n'était pas 7 mais 6, et est-ce qu'on ne pourrait pas les multiplier, donc en rajouter un accord sur les transports, un accord sur l'énergie, un accord sur l'agriculture, pourquoi pas. La Commission européenne nous a expliqué que ce genre de rapport, c'est le modèle avec la Suisse, non pas avec 6-7 accords, mais avec plus de 120 accords différents, sectoriels, et que la gouvernance de cette multitude d'accords était extrêmement complexe. Et que donc, la Commission ne souhaitait pas répliquer le même modèle avec l'Andorre, avec Monaco et Saint-Marin, parce que ça serait certainement ingérable très rapidement. Et donc cette solution-là a été également écartée. Si on regarde aujourd'hui quelle est la situation avec la Suisse, les accords sont maintenus, même s'ils ont passé par une petite phase d'érosion au cours des dernières années, mais ça reste toujours le seul modèle basé sur une batterie énorme d'accords bilatéraux, justifié parce que la Suisse est le 4e partenaire de l'Union européenne dans le marché intérieur, et le marché intérieur de l'Union est le premier partenaire économique de la Suisse. Donc il y a quand même un intérêt vital à garder cette relation. Troisième option, que l'Andorre, Monaco et Saint-Marin deviennent des États membres de l'Union européenne, au même titre que les 28 États membres à l'époque. Côté andorran, cette option a été écartée pour 2 raisons principales. La première, c'est que devenir un État membre supposait d'entrée la participation de l'Andorre au territoire douanier de l'Union, et donc une révision de l'imposition indirecte, de l'IGI, pour le faire passer à un taux minimum de 15%,
qui était le taux minimum, qui est le taux minimum du territoire douanier de l'Union. Donc cette décision n'a pas été prise par le gouvernement à l'époque, n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui encore, et il y avait un élément, ou plusieurs éléments en un, supplémentaire, c'est le fait que devenir un État membre supposait pour l'Andorre participer au budget de l'Union, mais supposait également être représenté dans la totalité des institutions de l'Union, et donc d'avoir du personnel andorran à la Commission, au Conseil, au Parlement, au Tribunal de justice de l'Union européenne, à la Cour de justice, pardon, à la Banque centrale européenne, aux agences, etc., etc. On a parfois du mal à couvrir nos besoins en interne. On ne pouvait pas envisager une représentation à ce niveau-là. Même chose à peu près pour Monaco et pour Saint-Marin. Et finalement, côté Union européenne, ce qui n'était pas à l'ordre du jour, c'était un élargissement de l'Union. Ce n'est pas été à l'ordre du jour depuis cette époque-là. On commence à parler maintenant d'un élargissement au prochain mandat de la Commission, notamment pour l'Ukraine, pour la Moldavie, pour la Macédoine du Nord, la Géorgie, etc. Mais donc, avec une modification des traités qui avait eu lieu en 2007, l'Union européenne n'envisageait pas une remodification des traités en 2010-2011 pour incorporer l'Andorre, Monaco, Saint-Marin. Donc la troisième option a été exclue. Quatrième option, la participation de l'Andorre, de Monaco et de Saint-Marin à l'espace économique européen. L'espace économique européen, finalement, c'est un accord d'association à la base qui permet à 3 pays qui ne sont pas des États membres de participer au marché intérieur. L'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Pour l'Andorre, c'était la meilleure option à ce moment-là, puisque c'était exactement ce qu'on recherchait. On voulait participer au marché intérieur de l'Union pour avoir cet élargissement de notre marché, ou en tout cas de pouvoir participer donc à la totalité de ce marché, sans être un État membre, et en se, disons, rattachant à une structure qui avait déjà un long parcours, et en plus un bon parcours, puisque l'espace économique européen marche à satisfaction de toutes les parties. Donc on s'est intéressé à cette option-là. L'Union européenne voyait ça également assez bien. Mais pour participer à l'espace économique européen, donc à cet accord d'association préexistant, il faut remplir une de 2 conditions. Ou bien être État membre de l'Union, on avait déjà écarté cette possibilité-là, ou bien être membre de l'AELE, qui est l'Association européenne de libre-échange, qui est formée par l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse également. Donc on s'est rapproché de ces 4 États pour voir s'ils pouvaient éventuellement ouvrir leur groupe AELE à 3 nouveaux arrivants. La réponse de l'AELE a été non. Nous ne souhaitons pas élargir notre groupe, donc voilà, ce n'est pas une option que nous puissions vous proposer. Depuis lors, l'AELE ne s'est pas élargie, donc ils sont restés à 4. Et donc cette option est également tombée à l'eau. Mais après avoir analysé cette 4e option, c'est là que l'Andorre, Monaco, Saint-Marin et l'Union européenne avons accordé de dire si la possibilité de l'espace économique européen faisait, disons, un consensus entre nous, pourquoi ne pas essayer de répliquer, entre guillemets, l'accord de l'espace économique européen dans un nouvel accord d'association que nous allons appeler, et on l'a appelé à l'époque l'accord AMS, Andorre, Monaco, Saint-Marin, en essayant en même temps de améliorer, corriger certaines dysfonctions de l'espace économique européen, en tout cas en créant quelque chose de nouveau qui pourrait être en plus intéressant pour d'autres pays qui voudraient dans le futur participer également au marché intérieur. Voilà pourquoi la modalité d'un accord d'association est la modalité qui a été retenue comme option. L'accord a été pris en 2013-2014. Fin 2014, le Conseil de l'Union a donné le mandat à la Commission pour négocier avec l'Andorre, Monaco et Saint-Marin, et les négociations ont démarré en mars 2015. Et elles ont abouti en décembre 2023, donc après 8 ans et 9 mois de discussion. Voilà, une fois que nous avons vu ça, on peut
s'intéresser à la structure et le champ d'application de l'accord pour voir un peu de quel type d'instrument est-ce qu'on parle. Donc, on est vraiment dans une logique d'un instrument juridique, d'un accord international qui va lier l'Andorre. Vous remarquerez que Monaco disparaît de l'équation ici. Nous n'avons plus que l'Andorre, Saint-Marin et l'Union européenne. Monaco a décidé en septembre 2023 de suspendre les négociations et de quitter la table des négociations. Et donc on a continué à 3. L'instrument que nous avons négocié, on peut le décrire en 3 piliers. Le premier pilier étant l'accord cadre. Cet accord cadre est divisé en 2 lui-même. Une partie cadre institutionnel qui finalement établit le système de gouvernance de l'accord. Ce système de gouvernance est basé sur un comité mixte. Ce comité mixte, un comité mixte Andorre-Union européenne, un comité mixte Saint-Marin-Union européenne. L'accord n'établit pas de relation entre l'Andorre et Saint-Marin. On est toujours dans une logique bilatérale. C'est une des différences avec l'espace économique européen, qui lui établit une relation entre l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein. Ils sont obligés quelque part de s'exprimer en une seule voix devant l'Union européenne. Donc ils doivent se mettre d'accord avant de discuter avec l'Union européenne. Ce n'est pas le cas dans cet accord-là. Dans ce comité mixte, il est formé moitié-moitié par l'Andorre et par l'Union, côté Saint-Marin par Saint-Marin et par l'Union. Les décisions sont prises par consensus tout le temps. Donc il n'y a pas d'imposition d'une partie sur l'autre. Il faut toujours discuter, négocier. Et si on n'arrive pas à trouver un accord, l'accord lui-même prévoit comment est-ce qu'il faut faire pour arriver à trouver ce consensus. Si on n'y arrive pas, c'est la Cour de justice qui peut intervenir ou un tribunal d'arbitrage. En marge de cette partie institutionnelle, nous avons également les grands principes des 4 libertés du marché intérieur de l'Union, la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux, qui est décrite, ces 4 libertés sont décrites dans l'accord cadre, en reprenant les grands éléments des traités. Donc on ne trouvera pas dans l'accord cadre les dispositions particulières. On trouvera les grands principes. Nous avons des politiques horizontales qui sont celles qui permettent aux 4 libertés de s'articuler entre elles et de faire fonctionner le marché. Nous avons ici les règles de concurrence, les aides d'État, des questions sur les transports, l'environnement, les statistiques, le droit social, mais également le droit des sociétés, etc. Et on a également un chapitre sur la coopération en dehors des 4 libertés. Ce nom un peu barbare veut dire simplement que il est établi ici comment l'Andorre et Saint-Marin peuvent et doivent participer aux programmes européens. Erasmus, Horizon Europe, Europe créative, etc., etc. Donc toutes les modalités sont fixées ici. À la suite de ces dispositions générales, nous avons 8 protocoles cadres, que je ne vais pas citer les uns après les autres, mais qui, disons, vont dans un certain détail de certaines de ces questions et de ces politiques horizontales. Par exemple, on a plus de détails sur les règles de concurrence applicables aux entreprises. Vous avez ici la liste. Mais également, le premier étant le plus important, sur les adaptations horizontales, si on a des périodes transitoires ou si on a certaines dérogations, comment est-ce qu'il faut interpréter, il faut gérer ces situations-là. Un protocole spécifique sur les services financiers, celui-ci étant, disons, certainement le plus important sur les questions sectorielles, et ainsi de suite, en passant par de la coopération parlementaire ou les procédures d'arbitrage. On bascule ensuite sur le deuxième pilier. Là, on est dans une relation qui est encore, et de façon plus précise, strictement bilatérale. Et nous avons un protocole Andorre et un protocole Saint-Marin. Dans le protocole Andorre, pour faire simple, ce qu'on a fait, c'est migrer les accords que nous avions déjà et que nous souhaitions conserver dans l'accord d'association. Donc l'accord commercial de 1990 et une partie du protocole vétérinaire
sont complètement migrés dans ce protocole Andorre, et également une partie de l'accord de coopération de 2004, qui est également migré dans l'accord d'association. Les autres accords peuvent coexister avec l'accord d'association, puisqu'il n'y a pas de, on pourrait dire, de chevauchement de la substance de ces accords. Mais lorsqu'on a migré l'accord commercial de 90, on en a profité pour quelque part améliorer certains éléments, puisque l'accord est de 90. On discutait ça en 2014, 2015, enfin à partir de 2015, donc avec près de 30 ans de vécu, 25, 26, 27 ans de vécu de l'accord, et il fallait mettre à jour certains éléments. Dans l'accord, dans cette migration, par exemple, les franchises pour les voyageurs sont maintenues, telles qu'on les avait négociées donc auparavant. Donc on conserve en tout cas les franchises pour les voyageurs, mais la différence étant que nous avons aujourd'hui une union douanière qui est partielle, qui ne couvre que les produits industriels. Lorsqu'on a pu faire cette migration dans l'accord d'association, on a pu élargir l'union douanière, à l'exception d'un chapitre, et on va en parler en détail tout à l'heure, qui est le tabac, qui reste en dehors de l'union douanière pendant une longue période transitoire. Pour le reste des accords, pas de grandes modifications en les ayant, disons, migrés dans l'accord d'association. Et finalement, le troisième pilier qui dépend du second, ce sont les annexes. Et même si disons, le titre est annexe, ce n'est pas pour autant que c'est moins important. Au contraire, les annexes, c'est vraiment la substance de l'accord. Nous avons au total 25 annexes qu'on peut afficher. Voilà, les 25 annexes, ce sont des annexes sectorielles. Vous avez les titres dans chacune des cases, et ça vous donne une idée du champ d'application de l'accord. Donc, si on compare ce qu'on a aujourd'hui avec le champ d'application de l'accord d'association, ce qu'on pourrait dire, c'est que l'accord commercial de 90 couvre une partie de l'annexe 23 sur les douanes et une partie de l'annexe 25 sur le commerce, pas plus, mais une partie. Le protocole sur les questions vétérinaires couvre à peu près 20% de l'annexe 1 sur les questions vétérinaires, phytosanitaires et la sécurité alimentaire. Et l'accord monétaire de 2011 couvre une partie de l'annexe 9 sur les services financiers et de l'annexe 12 sur la libre circulation des capitaux, mais qu'une partie. Le reste, ce n'est pas couvert par des accords en vigueur actuellement. On n'a pas d'accord qui couvre le reste des sujets qui sont affichés ici. Et ce que nous avons est toujours partiel par rapport à la douane, au commerce, aux questions vétérinaires ou aux services financiers. Donc on est vraiment sur un champ d'application beaucoup plus large que ce que nous avons aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il était nécessaire d'avoir un champ d'application aussi large? C'est une question qui est également posée souvent. Pourquoi aller chercher un champ d'application aussi énorme, quelque part? Eh bien, il faut revenir à l'idée de base. Ce qu'on veut obtenir, c'est une diversification de l'économie. Et si on n'a pas pu le faire entre-temps, si notre structure du PIB est toujours la même depuis les années 2000, et nous n'avons pas réussi à faire une diversification, disons, ambitieuse de l'économie, c'est que nous avons un élément qui manque, et c'est la sécurité juridique. Et la sécurité juridique entendue comme équivalence juridique, équivalence des normes. Si nous voulons fabriquer des appareils électroniques en Andorre, supposons, et que nous voulons les exporter, puisque ça ne sert à rien de fabriquer des appareils électroniques et prétendre les vendre uniquement en Andorre. Il n'y a pas de business. Donc, si nous voulons fabriquer un élément électronique et le vendre à l'extérieur, il nous faut des normes de fabrication qui soient équivalentes au marché vers lequel on va se diriger. Si ce qu'on veut, c'est vendre des produits, des services au marché intérieur de l'Union européenne, il faut que nos normes nationales soient équivalentes aux normes du marché intérieur de l'Union européenne. Pour que des normes soient équivalentes, il n'est pas suffisant de les copier, simplement. Dire, voilà, on va rédiger des règlements, des lois en Andorre qui seront
les mêmes textes que l'Union européenne, et c'est bon, on va les prévenir, on a fait ça, et ça va marcher. Non, ça ne marche pas. Il faut un accord international qui dise qu'une fois que ce travail a été fait, que cet alignement législatif a été fait, il faut un accord qui dise que ces deux législations sont équivalentes. Autrement, les échanges ne sont pas possibles. Et on ne parle pas que de marchandises et de services, on parle également de la circulation des personnes. Voilà pourquoi il faut un champ d'application aussi large. Parce qu'autrement, on est toujours dans des lacunes de vide, en tout cas de non-équivalence juridique. Par exemple, nous avons une loi sur la protection des données personnelles qui est jugée équivalente aux normes de l'Union européenne. On n'a pas d'accord international qui le dit, mais la législation de l'Union européenne prévoit, dans ce cadre-là, et c'est très concret, que si un État tiers a une législation alignée, cet État tiers peut demander une équivalence. C'est ce que l'Andorre a fait. Et la Commission européenne a délivré à ce jour 11 décisions d'adéquation, donc 11 décisions d'équivalence à divers pays tiers, pour que ces pays tiers puissent échanger des données à caractère personnel avec l'Union européenne, l'Andorre étant un de ces pays. Mais c'est une situation très particulière. Ce que nous avons fait avec la protection des données personnelles, l'accord d'association le fait de façon automatique sur tout ce qui est couvert par le champ d'application de l'accord. Et par exemple, dans l'annexe 2, les normes techniques sur les produits, nous avons 29 chapitres là-dedans qui nous disent comment est-ce que on doit fabriquer des ordinateurs, des téléphones, des vêtements, des voitures, des moteurs, des ascenseurs, des médicaments, des cosmétiques, etc., etc. Toutes les normes sont réparties dans ces 25 annexes et enfin, pas que sur les marchandises, également sur les produits, ou alors sur la reconnaissance, par exemple, des diplômes, ou alors sur la circulation des personnes ou la sécurité sociale. Donc, tout est prévu de façon à ce que les cadres juridiques soient équivalents et l'Andorre puisse intégrer ce marché intérieur. Mais si on essaie de se dire, est-ce que ces 25 questions couvrent la totalité du marché intérieur? La réponse est non. Il y a certaines politiques du marché intérieur qui ne font pas partie de l'accord d'association. Par exemple, les impôts, la partie fiscale. La politique fiscale ne fait pas partie de l'accord. L'Andorre a un système fiscal homologué, compétitif, mais homologué. L'accord d'association ne retient aucune norme de l'Union européenne qui oblige l'Andorre à réviser ses figures d'impôts ou les montants ou les pourcentages de ces impôts. Donc, nous gardons notre impôt sur le revenu, notre impôt sur les sociétés, notre imposition indirecte, avec les taux qui sont fixés aujourd'hui. Si changement il doit y avoir, ça sera parce que le gouvernement aura décidé qu'il faut modifier ces taux. Le gouvernement et le Conseil général. En tout cas, ce n'est pas l'accord d'association qui fait levier pour qu'il y ait des modifications à ce niveau-là. L'accord parle, dans un de ses articles, de la bonne gouvernance en matière fiscale. Ça, c'est vrai, c'est écrit, mais ça nous, disons, met dans une situation de déclaration entre les parties qui signent l'accord, de dire il faut que les parties, disons, utilisent les standards internationaux de bonne gouvernance fiscale. Autrement, on pourrait être dans des situations de concurrence, disons, je ne peux pas dire déloyale, mais de concurrence faussée par rapport à des situations fiscales trop éloignées. Mais au-delà de ça, et du fait de dire qu'il faut respecter l'équité fiscale donc, et ces bonnes pratiques internationales, on ne trouvera pas dans ces 25 annexes où on a simplement des listes de normes de l'Union européenne dans chacun d'entre eux. On ne trouvera pas une norme qui fait référence directement à des modifications du système impositif. Nous n'y trouverons pas non plus des normes par rapport à la politique extérieure et de sécurité. Donc, l'Union européenne a sa propre politique extérieure et de sécurité par rapport à des événements qui se passent donc dans le contexte géopolitique mondial.
l'Andorre n'est pas tenu de s'aligner systématiquement à ces questions-là. On le fait, c'est vrai, habituellement, puisqu'on est dans le contexte européen et nous avons souvent donc, les mêmes inquiétudes et on partage les mêmes valeurs donc avec l'Union européenne. Donc on est souvent aligné, mais pas parce que l'accord nous obligera à avoir systématiquement cet alignement. Et l'accord ne prévoit pas non plus un alignement total sur des questions de politique intérieure, par exemple sur le droit des familles, etc. Et évidemment, ne prévoit rien du tout par rapport aux compétences qui sont des compétences des États membres, qui n'ont pas été passées à la Commission européenne. Par exemple, en matière de santé publique, en matière de culture, de sport, d'éducation, où on est sur des compétences qui restent des compétences nationales. Voilà pour la structure, disons. Et dans ce cadre-là, vous pouvez certainement vous douter rapidement qu'il y a des sujets qui ont été extrêmement sensibles et des sujets qui ont été beaucoup plus commodes. On n'a pas eu beaucoup de difficultés à négocier, quoique, la partie statistique. Je dis quoique parce que le volume de l'acquis de l'Union par rapport aux statistiques est énorme. Il faut faire beaucoup de transferts de données depuis les États membres à Eurostat. Ça ne faisait pas de sens que l'Andorre ait à restituer ce même volume de données. Pour une raison très simple, c'est que la superficie minimale que les États membres doivent considérer est plus grande que l'Andorre. Donc nous avons souhaité ne pas devoir faire de transfert de données, par exemple au niveau des paroisses. Donc on reste uniquement à l'échelle nationale, ce qui est déjà moins que ce que font les États membres pour certaines parties du transfert de données statistiques. Donc ça vous donne une idée également du type de négociation que nous avons eu pour que ça puisse se faire sans qu'on tombe parfois dans des questions qui rendraient infaisables ou peu pratiques ou incohérentes la mise en œuvre de l'accord. Pas de difficulté pour la protection des consommateurs ou la responsabilité des produits, mais on peut rapidement voir les gros dossiers. C'est-à-dire où est-ce que l'Andorre avait déjà prévu en 2014 que nous aurions des difficultés à surmonter et comment est-ce que ces difficultés ont été abordées pendant la négociation et résolues au terme de cette négociation. Donc on peut peut-être commencer par l'annexe 5, l'annexe 8, qui est la libre circulation des personnes, sauf si nous avons... Bon, on va suivre l'ordre des images, comme ça sera plus simple. Annexe 23-25 et annexe 2, ensemble, ça configure la libre circulation des marchandises. Et là, nous avions une difficulté de base, qui était cette question du tabac. L'Andorre est un pays producteur de tabac. Nous avons 5 usines et un secteur agricole qui produit du tabac. C'est un sujet on pourrait y passer une après-midi entière à parler du tabac. Moi, ça me semble passionnant, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais on peut faire ça un autre jour si vous voulez bien. Donc on va faire court sur autour d'un cigare. J'essaierai de résumer rapidement. Le secteur agricole andorran produit du tabac noir. C'est le tabac le plus fort qu'il y a, mais c'est le seul qui peut être cultivé en conditions de montagne ou de haute montagne. Nos usines utilisent du tabac blond, mais nos usines achètent la production nationale, qui est exportée avant c'était via la France, maintenant c'est via l'Espagne, aux États-Unis. Et on en fait du tabac de la mâche, le tabac de la chic, voilà. Donc la production nationale est achetée par les industriels andorrans et exportée aux États-Unis. À leur tour, les industriels importent du tabac blond pour fabriquer des produits du tabac en Andorre. Lorsque les industriels font cette importation, le gouvernement taxe toutes les entrées par un droit de douane. Le droit de douane ne peut être appliqué à des produits que s'ils sont hors union douanière.
Voilà pourquoi en 1990, le tabac a été exclu de l'union douanière. Et pour ne pas exclure que le tabac, on a exclu tous les produits agricoles. Ça faisait mieux, quelque part. C'est-à-dire, voilà, on ne va pas exclure que le tabac, on exclut les 23 chapitres antérieurs. Et comme ça, on fait un bloc produits agricoles, on fait un bloc produits industriels. Et c'est plus facile à expliquer. Bon, certes. Quel est l'inconvénient? C'est que depuis 90 jusqu'à maintenant, par exemple, les secteurs de distribution de boissons ou d'aliments sont dans les premiers 23 chapitres et ils n'ont pas la possibilité de travailler hors du marché andorran. Puisque lorsqu'ils importent un produit en Andorre, une boîte de conserve, une bouteille d'eau, lorsque ce produit rentre en Andorre, il perd son origine européenne. Et ça devient un produit pays tiers. Si un opérateur andorran veut prendre ce produit et le distribuer à Ax-les-Thermes, il doit faire rentrer à nouveau ce produit dans le marché intérieur de l'Union. Et là, il doit payer un tarif spécial de mise sur le marché européen et repasser des tests, etc. pour certifier la conformité de ce produit dans le marché intérieur de l'Union. Avec l'accord d'association et l'élargissement de l'union douanière, à l'exception du tabac, lorsque un produit des chapitres 1 à 23 va rentrer en Andorre, il ne perd pas son origine européenne et donc il peut être réexporté à proximité ou en Finlande, si on veut, sans avoir à payer les charges, disons, de mise sur le marché européen. Donc là, ça ouvre, ou ça change en tout cas énormément la réalité de certains secteurs d'activité des chapitres 1 à 23 du Code des douanes. Donc, je disais tout ça pour dire que on ne peut appliquer des droits de douane sur un produit que s'il est hors union douanière. Donc, le gouvernement applique des droits de douane sur les importations de nos usines. Et ces droits de douane, lorsqu'on discutait la question du tabac, c'était en 2016-2018, représentaient 126 millions d'euros pour le gouvernement. 26% des recettes de l'État. Encore une fois, situation extrêmement fragile, puisqu'on était extrêmement lié à un secteur industriel. Pourquoi est-ce qu'il fallait maintenir le tabac hors de cette union douanière? Parce que si on l'intégrait, ces droits de douane devaient disparaître du jour au lendemain et donc l'État perdait 26% de ses recettes du jour au lendemain, ce qui n'était pas concevable. Il fallait donc négocier une période assez longue pour que ces droits de douane puissent diminuer progressivement et que l'État puisse se refinancer progressivement, de façon à ne pas être dans une situation traumatique du point de vue des recettes de l'État. Et en même temps, maintenir le secteur industriel pour qu'il puisse se transformer et en même temps maintenir le secteur agricole pour qu'il puisse se transformer. Puisque ce qu'on constatait déjà en 2016-2018, c'est que la tendance au niveau de la consommation de produits du tabac était une tendance à la baisse. L'accord d'association n'est pas en vigueur. Nous avions 126 millions d'euros de recettes de l'État en 2016. Nous avons eu en 2023 90 millions. Donc on a perdu 36 millions d'euros de recettes en 8 ans sans qu'aucun accord n'ait rien eu à voir avec ça. C'est la tendance naturelle du marché. Donc au final, ce qu'on avait, c'est besoin de temps pour refinancer et en même temps laisser cette tendance évoluer de façon naturelle, de façon à ce que la reconversion du secteur industriel se fera parce que la tendance du marché est celle qu'on observe, pas parce que l'accord d'association va nous provoquer ce changement. Mais en même temps, il y a cette question de la diversification du secteur agricole, qui là est un enjeu majeur dans un territoire de haute montagne où il n'est pas facile de changer de culture alors qu'on sait en faire une, ça fait très longtemps qu'on est basé là-dessus. Donc essayer de changer ça et avoir des revenus qui soient intéressants pour les exploitations agricoles est un enjeu majeur. On n'y est pas arrivé pour le moment. C'est vrai qu'on a une période transitoire extrêmement longue, 30 ans. C'est la période transitoire la plus longue que l'Union européenne ait pu accorder à un pays tiers dans le cadre de négociations similaires. Cette période transitoire commence à l'entrée en vigueur de l'accord.
Donc on n'y est pas encore. Et l'Andorre a pris 2 engagements spécifiques. Un engagement en matière de santé publique, et c'est donc adhérer à la convention cadre de l'OMS pour le contrôle du tabac et à son protocole. On a fait ça en août 2020, donc on fait déjà partie de cette convention, et de renforcer la prévention et la lutte contre la fraude et la contrebande, ce qui a également été mis en place d'ores et déjà dans le cadre disons, des engagements pris pour avoir cette période transitoire. Mis à part ça, donc, il y a un mécanisme de suivi qui est déjà en place, même si l'accord n'est pas en vigueur, et nous restituons déjà des données annuellement à la Commission européenne. Donc voilà pour la libre circulation des marchandises. Où était la difficulté et comment elle a été résolue. Donc, du point de vue de l'Andorre, c'est une résolution qui est favorable à nos intérêts et donc on a pu poursuivre avec le reste des libertés. La question suivante était par rapport à la libre circulation des personnes. Là, la difficulté initiale était une difficulté, on pourrait dire, de concept. Puisque lorsque nous imaginions le concept de la libre circulation des personnes dans son essence, dans sa substance, c'est-à-dire le fait que si nous faisions partie du marché intérieur, les nationaux andorrans avaient le droit de se déplacer dans le marché intérieur pour y étudier, pour s'établir, pour offrir des services, pour y travailler ou pour y passer leur retraite. L'idée faisait consensus au niveau du gouvernement, de dire voilà, c'est exactement ce qu'on veut, on veut obtenir ça. Mais on ne peut pas mettre en place la réciprocité de ça. C'est-à-dire on n'a pas la capacité de gérer un volume de personnes qui souhaiteraient résider en Andorre et donc on ne pourrait pas contrôler le nombre, puisque ça pourrait rapidement mettre en difficulté les systèmes publics, système éducatif, système sanitaire, les ressources, transport, l'administration elle-même. Donc ce qu'on a demandé à la Commission, c'est d'avoir une solution asymétrique. Les premières discussions étaient extrêmement compliquées, puisque quelque part la Commission nous disait mais on ne peut pas nier la libre circulation des personnes. On répondait, ce n'est pas une question de négation du concept en lui-même, c'est une question de mise en œuvre. 40 000 Andorrans en étant large, qui iraient tous en même temps dans le marché intérieur de l'Union, ça ne va rien mettre sous tension. Quelques centaines de ressortissants des États membres de l'Union qui viendraient en Andorre d'une façon non planifiée, ça nous met en difficulté. Nous avons des exemples, on a pu les apporter, on a pu les expliquer. Et après, cette négociation spécifique sur la libre circulation des personnes a pris 18 mois. Et au final, ce qu'on a pu accorder, c'est une solution qui est asymétrique. C'est-à-dire les nationaux andorrans, nous avons les droits qui sont prévus dans les directives pour donc nous déplacer dans le marché intérieur de l'Union, pouvoir y étudier, y travailler, passer notre retraite si nous le souhaitons dans un État membre de l'Union européenne, avec les mêmes droits que les nationaux des États membres de l'Union. Mais l'inverse, si un national d'un État membre de l'Union veut s'établir en Andorre, il doit passer par un système de quotas qui est différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. C'est un système qui est basé sur 3 quotas, un quota avec activité économique, un quota sans activité économique et un quota, on pourrait dire, saisonnier, moins de 12 mois. Les chiffres qui ont été liés à ces quotas sont des chiffres que nous n'avons pas inventés, sans plus, mais c'est des chiffres qui sont extraits des séries statistiques des dernières 15 années. C'est-à-dire comment est-ce que la démographie andorrane s'est comportée pendant les dernières 15 ans sur ces 3 catégories, activité économique, sans activité économique et saisonnier, pour les nationaux des États membres. Puisque pour les nationaux des pays tiers, l'accord ne prévoit rien. On peut continuer à avoir notre législation actuelle si nous le souhaitons.
Pour les nationaux des États membres, donc nous avons vu que, par exemple, avec une activité économique, dans les derniers 15 ans, nous avons une moyenne qui, lorsque nous lui appliquons, et là nous avons accordé avec la Commission européenne, des accroissements de 7% par an, le modèle nous délivre, si on appliquait aujourd'hui, avec les données que nous avons, enfin pas aujourd'hui, ce serait des données 2023, donc sur la moyenne 2018-2022, nous aurions 368 autorisations de résidence pour des personnes avec une activité économique. Nous en aurions à peu près 20 pour des personnes sans activité économique et nous en aurions à peu près 58 pour des saisonniers nationaux de l'Union européenne. Ce sont des quotas minimums, c'est-à-dire que si le gouvernement souhaite aller au-delà, il peut aller au-delà. Ce qui ne ferait pas de sens, c'est de le multiplier par 2 ou par 3. Mais s'il y a une nécessité dans un secteur d'activité ou dans plusieurs secteurs d'activité où il y a des demandes qui peuvent être gérées puisque on peut le faire sans mettre sous tension les systèmes publics, eh bien, on peut dépasser ces chiffres-là. Mais ce que la solution nous donne, c'est cette prévisibilité nécessaire. On sait comment est-ce que tous les ans, notre population va augmenter. Et ça permet de prévoir, simplement. Ce qui était indispensable dans une logique de marché ouvert. En plus de ça, qui est la partie quantitative, ce que nous avons souhaité rajouter, c'est un volet sécurité, qui était lié à la vérification du casier judiciaire. Là, la difficulté était que la directive sur laquelle se base la libre circulation des travailleurs, des personnes en général, ne prévoit pas que les États membres puissent vérifier de façon systématique le casier judiciaire des nouveaux arrivants. Ce n'est pas prévu ce n'est pas que ce n'est pas prévu, c'est que la directive interdit la vérification systématique. Donc, au final, ce qu'on a pu accorder, c'est que uniquement dans le cas de l'Andorre, l'article 8 de la directive a été amendé et c'est spécifié dans l'accord, de façon à ce que lorsque quelqu'un se déplace dans le marché intérieur de l'Union, l'article 8 prévoit quel est le dossier qu'il doit présenter pour avoir un titre de séjour. Uniquement dans le cas de l'Andorre, ce dossier, il faut y rajouter une déclaration sur l'honneur de toutes les condamnations pénales antérieures. C'est le seul cas. Si vous allez résider dans n'importe quel autre pays, ce n'est pas demandé, c'est demandé dans le cas de l'Andorre. Cette déclaration est vérifiable, mais jamais de façon systématique, puisqu'on ne peut pas le faire. Mais cette déclaration est vérifiable si toutefois ce qui a été déclaré peut être perçu comme, la directive est précise là-dessus, une menace réelle, immédiate, etc. etc. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler, il faudra travailler donc pour pouvoir bâtir ou pouvoir structurer ce système de vérification. Et il y a 2 éléments qui sont rattachés à ça qui ne sont pas moindres. Le premier étant que pour certaines professions, et là ce n'est pas cette directive-là, mais c'est une autre qui est liée aux qualifications professionnelles, il y a un concept qui est celui de l'honorabilité professionnelle. Donc pour certains secteurs d'activité, par exemple dans le monde de l'éducation, de la santé, des services financiers, tout ce qui de loin ou de près touche à des risques de blanchiment d'argent, le monde des avocats, des économistes, etc., on peut vérifier l'honorabilité professionnelle. Et ça peut être fait par l'employeur ou par l'État. Et là, quand on regarde en droit comparé, la façon la plus habituelle de vérifier cette honorabilité, c'est une demande de casier judiciaire. Non pas de déclaration, mais d'apporter le casier judiciaire. Et donc il est vérifié directement. Et là, le concept de systématique revient à l'ordre du jour. Donc, si on reprend les chiffres, 368 nouvelles autorisations de résidence, toutes celles qui vont dans des secteurs d'activité sensibles peuvent être vérifiées sur la base du casier judiciaire. Les autres sont vérifiées de façon aléatoire
sur la base d'une déclaration sur l'honneur. Combien est-ce qu'elles ne seront pas vérifiées? On ne le sait pas au jour d'aujourd'hui. Ce qu'on sait au jour d'aujourd'hui, c'est qu'en faisant une vérification systématique, on ne refuse que moins de 2% des demandes de résidence. Donc ce n'est pas énorme, mais c'est un filtre quand même que nous souhaitions garder pour pouvoir présenter ce projet à un référendum. Autrement, ce qu'on vraiment ressentait, c'est une demande de la population de l'Andorre en disant il ne faut pas renoncer à cette question-là, c'est extrêmement important, il faut qu'on retrouve ça dans l'accord. Donc ça a été inscrit. Cette solution ne démarre qu'après 2 ans de l'entrée en vigueur de l'accord, puisqu'il faut faire des réformes sur la loi qualifiée de l'immigration. Et nous avons obtenu un autre élément qui était important, c'est qu'il y a un précédent sur lequel on s'est basé pour le Liechtenstein, qui a également un système de quotas, avec des chiffres extrêmement bas. Le Liechtenstein a eu cette solution initialement pour une période de 5 ans, puis ça a été révisé de façon à que ça puisse être renouvelé, et en fait tout ça a pris une vingtaine d'années, et maintenant la solution est révisable tous les 5 ans. Dans le cas de l'Andorre, la solution d'entrée est révisable tous les 10 ans, sans avoir à passer par une période transitoire première, puis une révision successive, etc. Donc on a eu une solution, disons, d'entrée qui est, disons, plus intéressante que celle que le Liechtenstein a eue il y a 20 et quelques années, malgré l'évolution. Donc voilà pour la libre circulation des travailleurs et des personnes en général. Ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que la libre circulation ne marche pas toute seule. Nous avons ici par exemple le volet sécurité sociale, qui accompagne toujours la circulation des personnes. Dans ce cas-là, il n'y a pas eu besoin de négocier grand-chose, je dirais, mais la sécurité sociale andorrane va rentrer en coordination avec les sécurités sociales des États membres de l'Union, ce qui fait que notre carte de la CAS, aujourd'hui, va être substituée par la carte sanitaire européenne, ce qui fait que lorsque nous allons nous déplacer partout dans le marché intérieur de l'Union, si nous devons être donc traités parce qu'on a eu un accident, on est malade, quoi que ce soit, on peut se diriger vers un établissement public de santé dans n'importe quel pays, on va être pris en charge, on n'a pas à débourser d'argent pour les soins que l'on va percevoir, et le système de sécurité du pays où on sera va simplement envoyer la facture à la CAS, où nous cotisons, pour que la CAS paie les frais de soins que nous avons eus. Voilà comment marche la coordination des systèmes de sécurité sociale. Donc c'est un changement considérable par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui lorsque nous nous déplaçons dans ce marché. Il y avait ensuite une question liée aux opérateurs publics. Quel est l'avenir dans cet accord d'association des opérateurs publics andorrans, FEDA d'un côté, Andorra Telecom de l'autre. Pour FEDA et la partie électricité, nous avons eu, disons, une situation plus simple dans le sens, bien que les discussions ont été très longues, mais plus simple dans le sens où les normes de l'Union européenne nous ont présenté quelque part une possibilité de solution. La directive électricité prévoit pour ce qu'elle appelle les petits systèmes connectés, qui sont définis par moins de 100 000 abonnés, et des systèmes qui sont connectés, disons, en une seule ligne, quelque part. Et c'est plutôt pensé, ces petits systèmes connectés, pour les îles, la Corse, les Baléares, etc. Connectés au continent, souvent par une seule ligne, et avec moins de 100 000 abonnés. Mais il n'est pas écrit dans la directive que ça ne s'applique qu'aux îles, ça s'applique aux petits systèmes connectés. Donc ce qu'on a organisé, c'est un argumentaire en disant l'Andorre est un petit système connecté dans les montagnes, mais un petit système connecté. On est connecté à la France, on est connecté à l'Espagne, on n'interconnecte pas les deux pays entre eux, et on a moins de 100 000 abonnés. Donc on peut avoir
le traitement réservé aux petits systèmes connectés. Et ce traitement permet le maintien d'un seul opérateur principal sans avoir à ouvrir le marché, mais en devant créer un régulateur en matière d'électricité. Mais je reviendrai tout à l'heure sur le régulateur. Donc FEDA peut maintenir sa position d'opérateur principal. La réalité qui permet d'avoir accès à ces exceptions sera révisée tous les 7 ans, mais il faudrait vraiment qu'il y ait soit plus de 100 000 abonnés, il ne faut pas penser en termes de personnes, mais en termes de foyers, ce qui voudrait dire que nous avons explosé démographiquement, ce qui est très peu probable, ou alors il faudrait qu'on interconnecte la France avec l'Espagne, ce qui est techniquement n'est pas non plus envisageable aujourd'hui. Donc pour l'électricité, ça va, on est arrivé à une bonne solution. Est-ce qu'on a obtenu le même résultat pour les télécommunications? Non. Parce qu'il n'y avait pas de précédent ni de solution sur laquelle nous raccrocher. Le marché des télécommunications est ouvert partout dans le marché intérieur. Il n'y a pas de situation dans laquelle un pays puisse avoir un marché des télécommunications fermé en situation de monopole, disons. Donc la Commission nous disait, si vous avez besoin de temps, on peut en parler. Mais ça sera très peu de temps. Et la Commission a fait une proposition à 2 ans. Donc après 2 ans, le marché doit être ouvert. Et là, il y avait 2 piliers. Le marché doit être ouvert et l'itinérance, le roaming, doit être aligné. Donc vous imaginez que pour Andorra Telecom, l'exercice devenait extrêmement difficile. Et pas seulement pour Andorra Telecom, mais pour le gouvernement, puisque c'est l'actionnaire unique d'Andorra Telecom. Et donc, l'Andorre a demandé 10 ans. Au final, on a obtenu 7 ans. Nos prévisions marquaient, nos modèles marquaient la nécessité absolue d'avoir au minimum 6 ans. Autrement, l'exercice n'était pas faisable. Donc, on s'en sort avec 1 an supplémentaire, ce qui nous donne un petit peu d'oxygène supplémentaire, plus le temps nécessaire pour l'entrée en vigueur. Donc, on n'est pas loin de la situation actuelle des 10 ans que l'on proposait initialement. Qu'est-ce qui va se passer dans cette période de 7 ans? Premier élément, le roaming disparaît au terme de 7 ans. Ça veut dire que si nous avons un abonnement Andorra Telecom, nous pouvons voyager dans le marché intérieur de l'Union européenne en consommant nos données comme si on était ici. Il n'y a pas de différence. Mais ça veut dire que tous les visiteurs qui viennent actuellement et qui stoppent leur consommation de données n'ont plus à le faire. Donc c'est déjà le cas avec certains opérateurs français où on est déjà dans une situation de roaming like at home. Donc ça devrait arriver dans ces 7 ans avec le reste des opérateurs, les principaux en tout cas, du marché intérieur de l'Union, et au terme des 7 ans avec tous. Il y a une question ici liée aux frais des services d'itinérance qui sont beaucoup plus coûteux pour l'Andorre du point de vue ou du fait de l'orographie, mais je passe là-dessus. En tout cas, c'était une négociation dans la négociation et nous avons là également obtenu un bon résultat. Et le deuxième élément qui va changer, c'est qu'au final de ces 7 ans, il faut que le marché des télécommunications en Andorre soit ouvert. C'est-à-dire un nouvel opérateur doit pouvoir venir s'établir et offrir ses services. Là, ce qu'on a fait, c'est regarder en droit comparé comment est-ce que ça se passe ailleurs. Et au final, ce qu'on a vu, c'est que il y a 2 éléments sur lesquels on pourra travailler. Il faut qu'on rédige et qu'on approuve une loi nationale des télécommunications, que nous n'avons pas aujourd'hui. Et cette loi doit pouvoir prévoir 2 éléments. Le premier, c'est qu'un nouvel arrivant, s'il y a une structure existante, par exemple tout le réseau de fibre optique et tout le réseau d'antennes pour la téléphonie mobile, doit utiliser le réseau existant. On ne veut pas rouvrir et réaménager tous les réseaux pour simplement les répliquer à côté. Donc, ceci oblige quelque part à diviser Andorra Telecom en une société de services et une société d'infrastructure, puisqu'Andorra Telecom est propriétaire du réseau physique. Et donc, un nouvel arrivant va simplement louer quelque part ce réseau.
Donc, même si Andorra Telecom cède une partie de son marché au nouvel arrivant, elle a quand même des revenus du point de vue de cette utilisation du réseau. Premier élément. Deuxième élément, il faut pouvoir articuler dans la loi le fait que si vous habitez tout en haut d'Arcalis toute l'année, vous avez le droit d'avoir le service universel au même titre que quelqu'un qui va habiter ici à l'Aldoja ou à Prat de la Creu ou à Andorra-la-Vieille. Ce n'est pas parce que vous habitez très loin que vous n'avez pas les mêmes droits. Donc un nouvel arrivant doit également vous fournir les services qui sont prévus dans la loi des télécommunications au titre du service universel. Premier élément, donc pour toutes les zones qui sont habitées de façon permanente. Donc si on prend une carte de l'Andorre et on regarde où est-ce qu'on a des habitations permanentes, eh bien, il y a des clients qui sont des clients à perte pour Andorra Telecom, mais c'est comme ça. Et on ne peut pas autoriser un opérateur qui arriverait de dire voilà, moi je ne fournirai des services que à la vallée centrale, Andorra-la-Vieille, Santa Coloma, Andorra-la-Vieille, Escaldes, parce que le reste ne m'intéresse pas. Non, il faut avoir la même couverture sur la partie résidentielle, disons. Mais après, on a vu dans la législation de certains États membres, une question qui est très intéressante, c'est que sur des zones à très haute fréquentation touristique, et là quand on prend la carte de l'Andorre et on situe les domaines skiables, les parcs naturels, etc., on couvre une très grande partie du territoire. Ces zones à très haute fréquentation touristique doivent être couvertes pour des raisons de sécurité par également un service universel très semblable à celui des zones résidentielles. Si on fait l'addition des deux, on couvre pratiquement tout le territoire national. Ce qui fait qu'un nouvel arrivant ne pourrait pas, c'est de la théorie, mais ne pourrait pas, disons, mettre en place ce que j'appelle moi un business d'opportunité. Il devrait quand même donner des services équivalents à ceux d'Andorra Telecom. Après, on verrait à quel tarif. Mais ça fait que le marché est ouvert. S'il y a de la concurrence, ben c'est autant mieux pour les usagers. S'il n'y a pas de concurrence, eh bien c'est parce que les chiffres ne sont pas clairs et donc personne n'a souhaité faire le pas. Voilà. Donc, comment est-ce que cette partie a pu être résolue? Et finalement, le dernier dossier qui était complexe, et c'est le dernier que nous avons abordé, les 3 derniers mois de négociations, de septembre à décembre, était la partie services financiers. Les services financiers dans le marché intérieur, ils sont regroupés sur 4 segments, banque, assurance, fonds d'investissement et marché de valeur. Nous n'avons pas de marché de valeur en Andorre, mais nous avons les 3 autres segments. Là, la position de l'Andorre était une position où nous avions également besoin de temps, pour une raison qui touche au fait que nous sommes dans un secteur ou dans des secteurs qui sont hyper régulés, mais également hyper supervisés. Et donc, on ne pouvait pas envisager de dire, voilà, entrée en vigueur de l'accord, et en 2 ans, on aura tout fait. Ce n'était pas envisageable. Il y a trop de réformes à faire, trop de mise en œuvre de la législation européenne à faire. Donc, on avait besoin de temps. La Commission a proposé, comme point de départ, une approche dans laquelle on s'est senti très confortable. C'est le fait, la Commission nous a dit, écoutez, on peut fixer, au début c'était un délai de 10 ans, on peut fixer un délai de 10 ans, dans lequel c'est vous qui décidez quand est-ce que vous faites le pas, segment par segment. On s'est dit, c'est intéressant comme idée. En discutant avec les collègues de Saint-Marin, puisque cette partie est commune, puisque c'est rattaché à un protocole 4, donc dans la partie accord 4, donc dans la partie commune, on s'est dit 10 ans, c'est bien, mais c'est juste. Parce qu'on ne pourra pas avoir 15 ans. Donc on en a discuté, finalement on a eu gain de cause ici aussi, 15 ans. Et puis on a essayé d'avoir cette garantie, c'est que la réciprocité soit garantie sur chaque segment. C'est-à-dire que si le segment des assurances andorran ne rentre dans le marché intérieur de l'Union
que l'année 6, dans la période de 15 ans, les opérateurs d'assurance du marché intérieur de l'Union ne peuvent proposer leurs services en Andorre qu'au même moment, pas avant. Ceci a été retenu pour l'ensemble des secteurs et au final, ce que ça dessine, c'est une configuration où les acteurs andorrans, les opérateurs andorrans, disons, préviennent en premier terme le gouvernement andorran et le gouvernement andorran via le comité mixte, la Commission européenne, du fait de dire on serait prêt pour faire le pas. Imaginons que les premiers soient les gestionnaires de fonds d'investissement, ils préviennent le gouvernement, ils disent on serait prêt pour faire le pas, et imaginons qu'on est la deuxième année de la période transitoire. L'Andorre prévient la Commission européenne, écoutez, on a un segment qui désire faire le pas, la Commission nous propose la législation à reprendre, on la reprend, elle est contrôlée, c'est des audits qui sont faits à chaque étape. Cette incorporation de l'acquis de l'Union est contrôlée. Si tout est conforme et la reprise a été bien faite, les opérateurs andorrans peuvent participer, peuvent proposer ces services au marché intérieur de l'Union et en même temps, l'inverse est activé. Si les assurances le font exactement le même processus 5 ans après, donc on réplique la même démarche et ça démarre pour les assurants. Et si la banque était le dernier des segments, eh bien même chose, toujours avant les 15 ans. Pourquoi est-ce qu'on dit souvent que on imagine que le secteur bancaire sera le dernier? Eh bien parce que le secteur bancaire a une difficulté rajoutée, c'est le fait de ne pas avoir accès aux mécanismes de liquidité ordinaire, d'urgence ou un prêteur en dernier ressort. Pourquoi est-ce que les banques andorranes n'ont pas accès à ces mécanismes? Parce que nous ne faisons pas partie de l'eurosystème. Et ce sont des mécanismes réservés à l'eurosystème. L'eurosystème est basé sur le fait d'être un État membre et d'avoir l'euro. Nous avons l'euro, mais nous ne sommes pas un État membre. Donc, la législation de l'Union européenne ne peut pas répondre à ce besoin. C'est pour ça que l'accord d'association n'a pas pu résoudre cette question-là. Et si les banques andorranes ont besoin de ces mécanismes-là, c'est parce que sans ces mécanismes-là, leur boîte à outils n'est pas la même que celle de leurs concurrents du marché intérieur. Les banques européennes qui ont accès à ces mécanismes sont plus compétitives dans le marché intérieur qu'une banque andorrane qui irait donc jouer dans ce marché intérieur, proposer des services, mais avec voilà, une boîte à outils un peu moins bien fournie que celle de leurs concurrents, et donc avec une situation donc de moindre compétitivité. En contrepartie, si des banques européennes, avec ces mécanismes, viennent opérer en Andorre, il est possible que si, donc moi j'ai des épargnes dans une banque andorrane, je vais peut-être les bouger dans une banque européenne qui viendrait s'établir ici, parce qu'il y a des éléments de sécurité supplémentaires chez cette banque européenne que la banque andorrane n'aurait pas. C'est pour ça qu'on avait besoin d'un certain temps pour articuler cette solution en dehors de l'accord d'association. Et c'est pour cette raison-là que le gouvernement a déjà mis en place certains échanges avec la France en premier lieu, avec l'Espagne la semaine dernière, pour essayer de trouver des solutions qui, en travaillant sur le cadre bilatéral, donc avec des États membres, pourraient résoudre cette difficulté de rattachement à l'eurosystème. Il est très probable que tant que l'Andorre soit un pays tiers strictement, cette solution ne puisse pas être articulée. Et c'est quelque part, ça fait du sens. On ne deviendra pas un État membre, mais si on fait le pas vers un État associé, en faisant ça très graphiquement, on serait quelque part à mi-chemin, ce qui pose déjà un cadre légèrement différent. Et on aurait également quelque part la sécurité d'incorporer au final, disons, de cette étape, la législation européenne en la matière, et donc d'être dans un cadre juridique équivalent qui pourrait donc permettre d'articuler une solution, même si c'est au niveau bilatéral,
d'une façon certainement beaucoup plus rassurante pour la totalité des acteurs. Voilà pour les services financiers. Pour le reste, on peut rapidement revenir peut-être sur les 25 annexes pour juste faire le point sur quelques éléments additionnels. J'ai parlé rapidement du volet sécurité sociale. Pour le volet reconnaissance des qualifications professionnelles, il y a des changements importants. Vous savez que l'université d'Andorre délivre un diplôme pour les études d'infirmière et de sage-femme. Avec la législation qui est incluse dans l'annexe 7, le diplôme andorran obtiendrait la reconnaissance automatique dans la totalité du marché intérieur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc les études andorranes doivent être, par exemple l'Espagne fait passer un processus d'homologation qui dure à peu près 1 an. Entre-temps, les professionnels sont là à attendre avant de pouvoir travailler en Espagne. Donc une question qui est résolue par cette question-là, par cette annexe-là. On sera à jour pour la concurrence, à jour au niveau européen, je veux dire. Les aides d'État ne sont pas régulées de façon très précise en Andorre. Elles seront en tout cas alignées et équivalentes avec les règles d'aide d'État dans la totalité du marché. Les marchés publics également rentrent donc dans la même logique, et donc les entreprises andorranes pourront participer au marché public ouvert dans la totalité du marché intérieur et à l'inverse. Et également la propriété intellectuelle qui est indispensable à une bonne diversification de l'économie. On ne peut pas prétendre une diversification de l'économie et ne pas pouvoir enregistrer une marque ou un brevet et avoir une protection assez générale. Donc actuellement, on peut enregistrer en Andorre une marque, un brevet, mais la protection territoriale que nous obtenons est extrêmement limitée. Donc voilà également un élément qui change et qui s'améliore. Et pour le volet santé, sécurité, disons droit du travail, il y a un droit qui apparaît, qui ne fait pas partie aujourd'hui de la législation andorrane, qui est je ne sais pas si la traduction en français est bonne, le permis parental. C'est le congé parental, merci. Le congé parental, donc, qui n'existe pas dans la législation andorrane et qui donc apparaîtra dans le cadre de la reprise de cette annexe, mais également le fonds qui doit être prévu par les entreprises en cas de faillite. C'est un fonds qui est alimenté par les entreprises tous les mois et qui, en cas de faillite, sert à répondre aux salaires des employés. Donc voilà 2 changements, par exemple, qui arrivent par le biais de cette annexe. Et finalement, pour l'annexe 22, juste pour le commentaire, droit des sociétés, ça permet de déployer en Andorre des figures de sociétés qui n'existent pas aujourd'hui. La société européenne n'existe pas, le groupement européen d'intérêt économique n'existe pas, et ce sont des modèles de société extrêmement intéressants pour participer par exemple à des programmes européens. On peut donc faire une espèce de consortium d'entreprises pour se présenter à des appels d'offres ou à des projets ayant des financements européens. Voilà à peu près pour comment est-ce que ça s'est passé. Et comme on nous demande souvent, tout ça c'est très bien, apparemment les résultats sont plutôt bons, mais qu'est-ce qu'on perd en cours de route? Et donc là, rapidement, tout ça est parfaitement également établi. Donc qu'est-ce qu'on perd en cours de route? Qu'est-ce qu'on cède en cours de route? On était ce matin au lycée français avec les élèves de terminale, et une élève nous a demandé, clairement on perd la souveraineté de l'État. Ça va, on peut peut-être moduler tout ça. C'est vrai que l'Andorre cède la souveraineté législative quelque part, puisque les normes seront plutôt produites à Bruxelles si l'accord fait son chemin. Mais la nouveauté dans cet accord, par rapport à ce que nous avons, c'est que lorsque l'Union européenne prépare un texte qui va
être applicable en Andorre, l'Union européenne a l'obligation de nous prévenir. C'est prévu dans les termes de l'accord. L'Andorre a le droit de participer aux travaux d'élaboration de ces textes. Donc on peut envoyer des experts, on peut participer au comité d'élaboration des normes sur des sujets qui nous intéressent particulièrement. On ne pourra pas être sur tous les travaux, c'est impossible. Mais si on choisit bien les éléments qui nous intéressent, on peut participer à l'élaboration de ces normes et donc les moduler lorsqu'elles sont en train d'être rédigées. Les collègues de l'espace économique européen le font habituellement et les résultats sont plutôt satisfaisants. Imaginons que nous n'y participons pas à ces travaux et donc que nous recevons la norme telle qu'elle a été prévue par les institutions de l'Union. Elle est proposée au comité mixte et là, le comité mixte est encore un endroit où on peut rediscuter des délais de mise en œuvre, disons d'incorporation dans le cadre juridique andorran, mais également de certaines adaptations quand c'est strictement nécessaire. Mais donc la souveraineté législative, on la cède parce que c'est un accord international sur une base d'équivalence juridique, mais on obtient une partie de souveraineté législative qu'on n'a jamais eue. C'est cette influence sur les normes qui vont après nous être proposées. Mais je disais à cet élève ce matin, quid de la souveraineté institutionnelle? Il faut quand même voir que le comité mixte de l'accord, on ne l'a pas actuellement. Et donc d'avoir une place à une table où de l'autre côté, on aura toujours la Commission européenne, alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas garanti dans l'ensemble de ces éléments, c'est quand même un gain de dialogue quelque part. Un dialogue qui est structuré, qui est prévu, qui est clair. Et donc, en tout cas, ma perception, c'est que quand même c'est un gain de souveraineté institutionnelle. Et que dire du fait qu'avec le passeport andorran, on obtienne les droits de circulation, et qu'on ne puisse pas nous discriminer, puisque l'accord le fixe, c'est son article 4, la discrimination sur la base de la nationalité est interdite par l'accord, qu'on ne puisse pas nous discriminer pour l'accès à un emploi, pour une résidence, pour une retraite, etc., pour faire des études. On n'a pas ça actuellement, donc c'est quand même quelque chose de lié à la souveraineté de l'État qui n'est pas moindre. En tout cas, il y a une discussion sur la souveraineté. Est-ce que c'est quelque chose qu'on cède, qu'on laisse sur le chemin, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on gagne? Mais ça, voilà, c'est une discussion très personnelle, on pourrait dire, mais intéressante en tout cas. Sur des questions beaucoup plus pratiques et précises, liées à la circulation des personnes. Sur les personnes qui viennent résider en Andorre sans activité économique. Vous savez qu'actuellement, il y a une caution à déposer, plus un investissement à faire sur des actifs andorrans. Les montants ont changé dans les dernières années. Pour les nationaux des États membres de l'Union européenne, ni la caution ni la demande d'investissement peut être maintenue avec l'accord d'association. Donc, on arrive dans une logique qui est différente de celle que nous avons actuellement. Pour les personnes qui viennent travailler à leur compte, il y a également une caution qui est déposée, je crois que c'est 50 000 € actuellement, qui ne peut pas être maintenue pour les ressortissants des États membres de l'Union. Ça, c'est une question qui nous est posée tout le temps et dont je n'ai pas la réponse actuellement. Donc c'est à voir. Mais c'est vrai que c'est un dépôt qui est fait à l'AFA, à l'autorité financière, mais c'est un dépôt, donc ce n'est pas utilisé, disons, pour avoir des rendements supplémentaires. Donc je ne sais pas du tout si ça va être remboursé ou pas, mais en tout cas, ça fait partie des discussions à avoir dans les prochains mois, vu en tout cas, lorsqu'on va avancer dans le processus du projet. Donc voilà pour les cautions et pour ces investissements. Par rapport à la vérification des casiers judiciaires, la solution que nous avons pu obtenir n'est liée qu'à la résidence. C'est-à-dire que si une personne travaille en Andorre mais ne réside pas en Andorre, donc travailleur frontalier,
ces personnes-là ne peuvent pas passer par le système de vérification du casier judiciaire. Ça ne touche au final que les frontaliers nationaux des États membres de l'Union européenne qui ne sont pas embauchés dans des secteurs sensibles, puisque sur les secteurs sensibles, le contrôle est fait sur l'honorabilité professionnelle. Mais pour le reste, ces personnes ne seront pas, leur casier judiciaire ne sera pas vérifié. C'est un changement également par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Et finalement, par rapport à deux types de produits, il y a également des changements. L'industrie du tabac, nous fabriquons actuellement à peu près sur la totalité de la production, à peu près 10% sont des cigarettes avec des additifs, des arômes, par exemple les cigarettes mentholées. L'OMS a déjà demandé il y a très longtemps que les États qui font partie de la Convention éliminent progressivement ce genre de produits. L'Union européenne a légiféré là-dessus et donc nous sommes tenus de stopper cette production dans les premières années d'entrée en vigueur de l'accord. Donc certains produits qui sont mis sur le marché actuellement en Andorre, produits du tabac, vont disparaître simplement et ne seront plus proposés. Et par rapport au monde, au secteur des pharmacies, les pharmacies andorranes importent actuellement des médicaments. Je parlais strictement de médicaments. Ça n'atteint pas les compléments alimentaires, mais ce qui est considéré par l'Agence européenne du médicament comme médicament ne peut pas être importé par les pharmacies andorranes si l'origine est hors Union européenne. Mais je corrige quelque part ceci, pour autant que ces produits ne soient pas autorisés par l'Agence européenne du médicament ou par des agences de médicaments des États membres. Il y a des produits produits aux États-Unis qui ont une autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne. Ceux-ci peuvent être importés et vendus en Andorre. Ce qui ne peut pas être fait, c'est l'importation de médicaments fabriqués aux États-Unis qui n'ont pas encore l'autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne. Si c'était destiné strictement à la population résidente, ça peut se faire, puisque c'est un besoin de traitement de la population résidente. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. Nous vendons ces produits aux visiteurs, donc à des personnes qui vont acheter ici des produits qui ne sont pas autorisés dans le marché intérieur et qui vont repartir chez eux et donc dans le marché intérieur avec des produits qui ne sont pas autorisés. Donc voilà pourquoi la Commission n'a pas pu donc autoriser le maintien de cette pratique-là. Sur la base des données du gouvernement, en tout cas c'est des données d'importation, il s'agit de 1% des importations actuelles de médicaments en Andorre. Si vous lisez la presse habituellement, vous verrez que le secteur des pharmacies n'est pas tout à fait d'accord avec ce que je dis, mais c'est une discussion que nous avons et que nous aurons avec eux dans les prochaines semaines. Voilà pour ce que nous pourrions considérer des concessions ou des cessions ou des changements par rapport à la situation actuelle. Après, donc à chacun de juger si la balance va d'un côté ou de l'autre. Mon avis, évidemment, mais c'est une opinion qui est très, disons, penchée du côté du résultat positif de cette négociation, mais ça ferait très bizarre que je dise le contraire. Nous avons eu un très bon résultat, je pense que nous avons un très bon accord. C'est un accord équilibré, c'est un accord, c'est le plus ambitieux que l'Union européenne a négocié avec un pays tiers, largement. Il va au-delà de l'accord de l'espace économique européen. Je pense que c'est un accord qui peut être vraiment source d'inspiration pour des États aujourd'hui tiers qui voudraient se rapprocher du marché intérieur de l'Union européenne et qui ne réunissent peut-être pas les conditions pour être un État membre, pour des questions culturelles parfois, d'éloignement culturel ou de trop éloignés par rapport à cet alignement juridique, mais qui progressivement, avec un instrument comme celui-ci, pourrait rejoindre disons, les valeurs de régulation du marché intérieur de l'Union. Pourquoi pas? Et voilà, finalement, côté Union européenne, ce n'est pas un exercice simple d'aboutir à cette négociation.
mettre dans la réalité du marché intérieur de l'Union les réalités particulières de l'Andorre et de Saint-Marin. C'était un exercice compliqué, mais je pense que voilà, les négociateurs, nous avons réussi à nous mettre d'accord, même si ça a pris très longtemps. Et au terme, donc, comme je disais, je pense que l'Andorre a entre les mains un très bon accord. Nous avons maintenant à peu près une année pour l'expliquer, pour rentrer dans tous les détails. Nous aurons le texte, donc comme je disais, version anglaise, fin mois de mars, version en catalan, début d'été. Et entre-temps, eh bien, nous aurons énormément d'activités de communication que nous allons proposer. Et nous sommes à votre disposition. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par WhatsApp. Nous répondons à tout, pas très rapidement, mais nous répondons à tout. Et si finalement l'Andorre permet ça aussi, si vous nous croisez dans la rue, vous nous stoppez, vous nous posez des questions, vous demandez à Gilles de réorganiser une session, vous faites comme vous voulez, on est à votre disposition.